Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Amia Davi. J'ai 25 ans. Et le moment que je vais décrire, je veux que vous l'imaginiez exactement comme il s'est produit. Car rien de ce que je pourrais dire ne pourra vous préparer à ce que j'ai ressenti en me tenant dans le salon de ma mère. Dans la maison de mon enfance. Entourée de tous ceux qui m'ont aimé. Et en entendant mon mari, marié depuis 6 semaines seulement, prononcer les mots qui ont tout changé. C'était un dimanche après-midi. Un de ces dimanches où flotte l'odeur du poulet au romarin de ma mère et où l'on entend les disputes des cousins pour la télécommande. Ma tante avait fait 4 heures de route. Ma grand-mère était là. 81 ans. Vêtue de son beau gilet. Ma sœur avait amené son nouveau-né. C'était censé être un dîner de bienvenue. L'occasion pour la famille de mon mari, Daniel, de rencontrer enfin la mienne. J'avais passé 3 jours à préparer cet après-midi. J'avais repassé la nappe. J'avais préparé de dessert. J'avais arrangé un bouquet avec des fleurs cueillies dans mon jardin. Puis sa fille Priya, 17 ans, a la langue acérée et totalement intrépide, comme seuls les adolescents qui n'ont jamais eu à affronter de vraies conséquences peuvent l'être, se leva de sa chaise. Me regarda droit dans les yeux devant tout le monde et dit : « Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Tu es juste un truc que mon père a ramené de nulle part. » Le silence se fit dans la pièce. Pas un silence doux et léger. Un silence pesant. Un silence qu'on sent peser sur sa poitrine. J'ai regardé Daniel. Et Daniel, mon mari depuis 6 semaines. L'homme que j'avais choisi. L'homme qui m'avait promis un partenariat regarda sa fille. Puis me regarda. Et dit : « Charlotte, ce n'est qu'une enfant. Tu n'as pas le droit d'en faire toute une histoire. Je veux que vous vous arrêtiez un instant. D'où regardez-vous cette vidéo ? Parce que j'ai besoin de savoir que quelqu'un comprend ce que ça fait d'être chez sa mère. Sa grand-mère 2 sièges plus loin. Et d'entendre son mari dire qu'on n'a aucun droit. Aucun droit. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à ce que ce soit clair. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas partie en trombe. J'ai pris mon verre d'eau. J'ai bu une petite gorgée et j'ai dit : « Très doucement. Tu as raison. Profitons de ce dîner. » Ce que personne dans cette pièce ne savait, ce que Daniel ignorait certainement, c'est qu'à ce moment précis, quelque chose en moi s'est complètement, totalement immobilisé. Bagacé. Toujours. Et l'eau qui dort, il s'avère, est très profonde. Permettez-moi de revenir en arrière. Car cette histoire ne commence pas à cette table. Elle commence environ 2 ans plus tôt. Dans un café où je lisais un contrat. Lorsqu'un homme s'est assis en face de moi sans y être invité et m'a dit : « Vous avez l'air trop jeune pour lire quelque chose d'aussi sérieux. » C'était Daniel Reeves. 41 ans. Architecte. Divorcé. Père d'un enfant. Il avait ce charme particulier que possèdent souvent les hommes à qui l'on a répété toute leur vie qu'il était charmant. Un charme naturel. Presque accidentel. Il riait facilement. Il écoutait attentivement. Du moins, c'est l'impression qu'il donnait. J'avais 23 ans à l'époque. On me jugeait sans cesse. J'y étais habituée. Je ne suis pas grande. Je n'ai pas cette présence imposante que le monde a tendance à définir. Je suis discrète. Je m'habille simplement. Je ne fais pas de bruit. En revanche, j'ai un esprit vif et silencieux. Et une mémoire infaillible. Je venais de réussir l'examen du barreau du premier coup. Je travaillais comme jeune collaboratrice dans un cabinet de taille moyenne, où je m'occupais principalement de droit des contrats et de droit successoral. Parallèlement, je terminais discrètement un master en droit financier le soir et le week-end. Personne au cabinet n'était encore au courant. Je n'en avais pas parlé à Daniel non plus. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, cela ne me semblait pas important. Je ne le cachais pas. Je ne voyais tout simplement pas l'intérêt de me justifier auprès de qui que ce soit. Ce fut, je le comprendrai plus tard, ma première erreur dans cette relation. Non pas le diplôme, mais l'idée que je n'avais pas à me justifier. Car, dès le départ, Daniel avait une façon bien à lui de présenter les choses.
Des petites choses. Au début. Des choses dont on pouvait presque se convaincre qu'elles n'étaient rien. Il me présentait aux soirées comme ma Charlotte, pas ma petite amie Charlotte. Bah Charlotte, qui est avocate, juste ma Charlotte. Comme si j'étais un objet auquel il tenait beaucoup. Quand je l'ai corrigé une fois, gentiment, il a ri. Tu es tellement sérieuse, a-t-il dit. C'est juste ma façon de parler. Cette phrase avait son importance. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais elle en avait. Il avait la garde exclusive de Priya, sa fille issue d'un premier mariage. Son ex-femme était partie vivre à l'étranger. Et Priya vivait avec lui depuis l'âge de 12 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 15 ans et elle avait mis en place un système très efficace pour gérer les femmes dans la vie de son père. Elle n'était pas cruelle ouvertement. Elle était subtile. Elle lançait des remarques avec un sourire qui frappait comme une lame d'une critique de ma cuisine, de mes vêtements, de quelque chose que j'avais dit. Puis elle regardait son père avec cette expression particulière, ce petit haussement de menton. Et Daniel riait, ou changeait de sujet. Et c'est là que j'aurais dû tout comprendre. Il me regardait et disait: elle plaisante. Elle t'aime. Elle ne m'aimait pas. Je le savais. Mais j'ai mis plus de temps à comprendre que Daniel le savait aussi. Et que cela lui était égal. Ou plus précisément, il se souciait davantage du confort de sa fille que de ma dignité. Et il avait décidé, au fond de lui-même, que ces deux choses étaient incompatibles. Nous avons été en couple pendant 18 mois avant sa demande en mariage. Durant cette période, j'ai observé attentivement notre relation. Je suis avocate. L'observation n'est pas un acte passif pour moi. C'est une compétence professionnelle. J'ai repéré des schémas. Je les ai répertoriés. Je me disais que nous pouvions les surmonter. Car je croyais sincèrement que Daniel était fondamentalement un homme bon qui compensait simplement sa culpabilité liée au divorce. Je pensais que l'amour ferait pencher la balance. Ce que je n'avais pas pleinement pris en compte, c'est que certains équilibres ne sont pas modifiés par l'amour. Ils ne le sont que par les conséquences. Nous nous sommes mariés en avril. Une petite cérémonie. En famille proche. Priya était là, magnifiquement vêtue, souriante pour les photos. Et lorsque le photographe lui a demandé de se placer à côté de moi pour une photo, elle s'est légèrement placée devant moi. C'était à peine perceptible. Je l'ai remarqué. Les 6 premières semaines de mariage furent une mise en scène de la normalité. Nous nous sommes installés dans la maison de Daniel, où j'avais emménagé, ce qui signifiait que je vivais dans un espace qui avait été le domaine de Priya pendant des années. Elle avait son mot à dire sur l'emplacement des objets. Elle déplaçait ce que j'avais disposé. Elle entrait dans une pièce où Daniel et moi discussions et se mettait à parler comme si je n'existais pas. Et Daniel reportait son attention sur elle sans s'arrêter, sans s'excuser, sans même un regard dans ma direction pour accuser réception de ce qui venait de se passer. J'ai commencé à prendre des notes. Sans raison particulière au départ. Simplement parce que j'ai l'habitude de tout noter. Les dates, les incidents, les mots exacts. C'est une habitude prise au travail. On note tout parce que la mémoire est faillible et que le contexte est primordial. Ce n'était même pas le plus dur. Le plus dur, c'était cette érosion insidieuse. La façon dont Daniel était d'accord avec moi en privé, puis cédait à Priya en public. La façon dont il disait: tu es ma femme, Charlotte. Bien sûr que tu passes avant tout, et puis, dans la foulée, prenait une décision qui me reléguait au second plan. Le décalage entre ses paroles et ses actes était si constant, si précisément maintenu, que j'ai fini par comprendre que ce n'était pas de la négligence. C'était un choix quotidien et constant. J'ai cessé de réagir. Je veux que vous vous souveniez de ce moment, car il est important. Ce n'était pas une décision radicale. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant: aujourd'hui, je deviens stratégique. C'était plus discret que ça. C'était un mardi soir. Priya a fait une remarque sur la façon dont j'avais réorganisé la cuisine, une remarque désinvolte.
destiné à me faire sentir comme une invitée chez moi, et j'ai senti cette chaleur familière monter en moi. Puis se dissipait. Et j'ai pensé. Non. Pas encore. J'ai cessé de réagir. Et j'ai commencé à observer. Ce que j'ai observé, c'est que toute la relation de Daniel reposait sur l'apaisement. Il avait passé des années à gérer les émotions de Priya pour apaiser sa propre culpabilité. Sa tranquillité dépendait de son approbation. Autrement dit, quiconque menaçait, son confort menaçait sa tranquillité. Et quiconque menaçait sa tranquillité devenait, à ses yeux, le problème. On m'avait désigné, sans mon consentement, comme le problème. Et voici ce que j'ai également observé. Les gens autour de Daniel, ses amis, sa sœur, et même certains membres de ma famille qu'il avait rencontrés, croyaient à l'image de moi que lui et Priya avaient patiemment construite. Non pas par des mensonges flagrants, mais par une accumulation progressive de petites impressions. Charlotte réagit de façon excessive. Charlotte est sensible. Charlotte a du mal à s'adapter. Charlotte ne comprend pas vraiment les dynamiques familiales. J'ai entendu ces choses de seconde main. Je les ai conservées. Ce qui s'est passé ensuite, je tiens à ce que vous le compreniez, n'était pas impulsif. C'était une démarche architecturale. J'ai appelé Diane, ma mentor de la fac de droit, une femme d'une intelligence rare, d'une franchise sans faille. Je lui ai tout raconté. Sans effusion émotionnelle. Je lui ai exposé les faits comme on expose un dossier. Voici les faits. Voici le schéma. Voici ce que je dois comprendre. Diane écouta. Puis elle dit. Charlotte, quel résultat souhaites-tu obtenir? J'y ai longtemps réfléchi. Et la réponse à laquelle je suis parvenue n'était pas celle que j'attendais. Je ne voulais pas de vengeance au sens où on l'entend habituellement. Violente, immédiate et chaotique. Ce que je voulais, c'était la clarté. Je voulais que la vérité sur qui j'étais soit visible et indéniable. Je voulais que ceux qui avaient accepté une fausse image de moi soient confrontés à la réalité. Et je voulais que Daniel comprenne, avec une précision absolue, à quoi il avait perdu le droit. J'ai terminé mon master. Il me restait 3 semaines avant la fin de mes études lorsque le dîner a eu lieu. Un détail important. J'ai remis mon mémoire de fin d'études un mercredi. Je l'ai soutenu le vendredi et j'ai reçu la confirmation de mon diplôme le lundi suivant. Ce lundi-là, j'ai également accepté un poste discrètement, sans l'annoncer à personne, de collaboratrice senior dans l'un des cabinets d'avocats spécialisés en droit successoral et des fiducies les plus réputées de la ville. C'était une étape importante. Elle s'accompagnait d'un changement de titre, d'une augmentation de salaire substantielle et, point essentiel, d'une réputation professionnelle entièrement mienne. Bâtie avant et indépendamment de mon mariage. J'ai accepté le poste. Je n'ai rien dit à Daniel. Je veux que vous y réfléchissiez un instant. Car ce que je faisais n'était pas de la tromperie. Je ne cachais rien qu'il était censé savoir. Je construisais quelque chose qui m'appartenait, dans le seul espace qui me restait où je n'étais pas rabaissée. Et je le faisais discrètement parce que j'avais appris, parce qu'il me l'avait appris, que tout ce que je revendiquais dans cette maison serait minimisé, contextualisé, ou soumis au jugement de Priya pour approbation. Alors j'ai construit en silence. Et j'ai attendu. Ce dîner a eu lieu 3 semaines après le dimanche que je vous ai décrit. Le dimanche d'origine, le poulet au romarin. Le joli gilet de ma grand-mère. Les mots de Priya, comme de petites coupures nettes, c'est à ce moment-là que j'ai cessé de réagir. Mais le dîner que je m'apprête à décrire, 3 semaines plus tard, a été le moment où tout a basculé. Mon cousin Marcu avait organisé une petite fête. Il a ce don d'attirer les gens naturellement. Sa maison est toujours pleine, toujours chaleureuse, toujours animée. Dans le bon sens du terme. Il avait invité un grand nombre de personnes. Ma famille, des amis communs, quelques collègues. Daniel était là. Priya était là. Et plusieurs personnes de mon nouveau cabinet aussi, dont mon superviseur, un certain Edward, spécialisé en droit de la famille depuis 30 ans.
qui dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui en a vu de toutes les couleurs. Priya ne savait pas qui était Ed Wood. Daniel ne savait pas qui était Ed Wood. Personne, ce soir-là, n'était au courant de mon nouveau poste, car je n'en avais parlé à personne. Je m'étais simplement présenté, comme toujours discrètement, soigné, vêtu d'une robe simple, et j'avais aidé Marcus à préparer la table des boissons. Puis j'avais attendu. J'ai senti le moment où Priya a décidé de jouer. Une immobilité particulière s'installe en elle avant qu'elle ne prononce une phrase destinée à faire mouche. Une respiration. Un léger ajustement de posture. Je l'avais noté aussi. Elle discutait avec un groupe de personnes près de la cheminée. Daniel était à côté d'elle, détendu et à l'aise. J'étais à quelques pas de là, en pleine conversation avec Ed Wood et sa femme, quand Priya a dit assez fort pour que je puisse l'entendre. La femme de mon père est en fait assistante administrative quelque part. Elle se prend pour une professionnelle sérieuse. Mais en réalité, elle ne fait que de la paperasse. Il y eut des rires. Pas des rires cruels. À proprement parler, le genre de rire qui naît de l'ignorance, de l'acceptation du contexte qu'on nous a imposé. Daniel ne dit rien. Et j'ai senti Ed Wood, à côté de moi, se figer. Je lui ai touché le bras. Donnez-moi un instant, ai-je dit doucement. Je me suis approché de Priya. La conversation autour d'elle s'est ralentie. Daniel a levé les yeux. J'ai dit, Priya, j'aimerais te présenter quelqu'un. Je me suis retourné. Voici Ed Wood Callahan. Il est l'associé principal du cabinet Callahan. Reeves et Mitchell. J'ai commencé à travailler avec lui il y a 2 semaines comme collaboratrice senior, spécialisée en droit successoral et des fiducies. J'ai obtenu ma maîtrise en droit financier le mois dernier. J'ai marqué une pause. Je me suis dit que cela pourrait t'intéresser, puisque tu viens de me décrire mon parcours professionnel. Le silence n'était pas comme celui qui régnait à la table de ma mère. Ce silence-là avait du poids. Celui-ci avait une forme. C'était la forme d'une pièce remplie de gens qui repensaient leur stratégie. Priya me fixait du regard. Sa mâchoire n'était pas vraiment ouverte, mais la confiance avait disparu de son visage si complètement et si rapidement que ce qui restait me paraissait presque étranger. Daniel me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de colère. Pas vraiment de surprise. Quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait, si je devais le décrire, au premier instant d'une véritable prise de conscience. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas proclamé la victoire. Je suis simplement retourné vers Ed Wood et j'ai dit: je suis désolé de vous avoir interrompu. Vous disiez. Et Ed Wood, que Dieu le bénisse. 30 ans de droit familial. Il en avait vu de toutes les couleurs, reprit simplement la conversation là où nous l'avions laissée. Et nous avons discuté pendant encore 20 minutes. Le temps que la pièce se réorganise autour de nous. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas prévu, car je ne prévois pas les choix des autres. Je ne me prépare qu'aux miens. Daniel est venu me trouver 1 heure plus tard. Il était plus silencieux que je ne l'avais jamais vu, non pas le silence confortable d'un homme détendu, mais le silence crispé d'un homme qui pèse ses mots. Tu ne me l'as jamais dit. A-t-il dit? Non. Ai-je dit? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Je l'ai regardé. J'ai repensé à ce dimanche chez ma mère. J'ai repensé à ces 18 mois où l'on m'avait dit elle plaisante. J'ai repensé à mon nom relégué au bas de l'échelle dans chaque hiérarchie tacite. Chaque négociation familiale. Chaque moment public où j'étais réduite à un simple détail. Parce que, dis-je prudemment, vous m'avez dit que je n'en avais pas le droit. Il a commencé à parler. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai dit: je ne parle pas d'un cas précis, mais d'une tendance générale. Chaque fois que j'ai essayé de m'intégrer à votre foyer, à votre famille, auprès de votre fille, le message que j'ai reçu, invariablement, était que je n'avais aucun droit à une quelconque place. Alors je me suis construit une place ailleurs. Il resta silencieux pendant un long moment. Charlotte, je ne suis pas en colère. Daniel,
ai-je dit. Et je le pensais vraiment. C'était le plus étrange. Je n'étais pas en colère. J'étais claire. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas une subordonnée. Je ne suis pas quelqu'un à gérer, à minimiser ou à soumettre à l'approbation d'un adolescent. Je suis ta femme. Et si cela a une quelconque importance pour toi, la façon dont tu me traites doit changer. Il me regarda comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Peut-être était-ce le cas. Ou peut-être voyait-il quelque chose qu'il avait toujours su et qu'il avait choisi. Jusqu'à présent, de ne pas regarder directement. Je ne savais pas à quel point la situation était grave. A-t-il déclaré. Oui. Tu y étais. Ai-je répondu. Sans méchanceté. Simplement avec sincérité. Tu étais là. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ensuite. Car c'est cette partie qui pourrait vous surprendre. Je ne suis pas partie. Pas cette nuit-là. Je ne vous raconte pas une histoire qui se termine bien. Par un départ et une liberté retrouvée. Car ce serait simpliste. Contrairement à la réalité. Je vous raconte l'histoire de ce qui arrive à une personne qu'on a rendue invisible et qui devient. Tout simplement et indéniablement. Visible. Dans les semaines qui suivirent cette nuit-là. Les choses changèrent. Pas parfaitement, rien ne change parfaitement. Priya était maussade et prudente comme jamais auparavant. Comme quelqu'un qui avait appris que le sol pouvait se dérober sous ses pieds et qui, désormais, faisait attention où il mettait les pieds. Daniel commença, avec hésitation et la gêne d'un homme peu habitué à cet exercice, à la reprendre lorsqu'elle parlait de moi avec mépris. La première fois qu'il le fit, la première fois qu'il dit « Ce n'est pas acceptable. » Priya, excuse-toi auprès de Charlotte, je vis son visage passer par l'indignation. Puis le calcul. Puis une reconnaissance à contre-cœur. Les lèvres serrées. Que la situation avait changé. Ce n'était pas une transformation. Je ne l'appellerai pas ainsi. Mais c'était une conséquence. Et la conséquence, j'ai appris, est le seul langage que certaines dynamiques comprennent. Ma grand-mère m'a appelé 2 jours après la réunion de Marcu. Elle a 80 ans, et elle a toujours la franchise d'une femme qui en a assez vu pour ne plus tolérer l'inutile. J'ai entendu ce que cet enfant a dit dimanche soir. M'a-t-elle confié. Et j'ai vu comment tu as géré la situation chez Marcu. Ton grand-père aurait dit. Cette fille ne fait pas de bruit, quand elle bouge elle marqua une pause. C'est un compliment. Charlotte. J'ai serré le téléphone très fort pendant un instant. Merci. Nena. Ai-je dit. Ne me remerciez pas. Dit-elle. Mais ne les laissez pas vous rabaisser à nouveau. Je n'ai pas. Je voudrais vous parler du silence, car je crois qu'il est mal compris. On nous apprend surtout aux femmes que le silence est une forme de soumission. Que si l'on ne réagit pas immédiatement, bruyamment, sur le champ, on a perdu quelque chose. On a laissé faire. On a failli à soi-même. Ce que j'ai appris durant ces mois, c'est que le silence peut être tout autre chose. Le silence peut être l'espace où l'on construit. Le silence peut être ce qui préserve notre énergie tandis que les autres épuisent la leur. Le silence peut être stratégique au sens le plus pur du terme, ni lâche, ni passif, mais délibérément retenu, comme une carte que l'on attend de jouer au moment précis. L'erreur de Priya a été de prendre mon silence pour de l'absence. Elle pensait que je n'étais pas là, que je ne regardais pas, que je n'observais rien. Elle pensait que la femme discrète qui servait les boissons était simplement silencieuse. Elle n'avait pas encore appris ce que j'avais compris depuis l'enfance. Les personnes que l'on sous-estime ne disparaissent pas. Elles observent. L'erreur de Daniel fut de croire que l'apaisement équivalait à la paix. Il avait passé des années à gérer les émotions de Priya. Car l'alternative, la responsabiliser, lui paraissait trop coûteuse. Trop difficile. Trop chargé de la culpabilité d'un père qui avait vu son mariage s'effondrer et qui, dans son chagrin, avait décidé que l'approbation de sa fille était la mesure de son échec. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la paix qu'il s'offrait avait un prix, payé par quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'était moi. Je tiens à ce que vous compreniez bien.
Je ne le blâme pas entièrement. Je pense qu'il a fait de son mieux avec les moyens du bord, et qu'il s'était persuadé que maintenir la paix et agir au mieux des intérêts de sa fille revenait au même. Alors qu'en réalité, il s'agissait de deux choses bien différentes, et il avait choisi l'une au détriment de l'autre. Mais comprendre ne signifie pas accepter. On peut avoir de la compassion pour les limites d'une personne, tout en exigeant d'elle qu'elle s'adapte à nos besoins. Dans les mois qui suivirent, je construisis. C'est le mot qui me revient sans cesse. Construire. Je me suis imposée au sein du cabinet. J'ai pris en charge des dossiers. Je me suis forgé une réputation de rigueur et de sang-froid sous pression. Ce qui impressionnait mes collègues, ou les mettait légèrement mal, à l'aise selon leur propre rapport au conflit. J'ai bâti une vie professionnelle si pleinement mienne qu'elle ne pouvait être ni prêtée, ni diminuée, ni soumise au jugement de quiconque. Je voudrais faire une pause ici et vous poser une question. Car je pense qu'elle est importante. Avez-vous déjà été dans une situation où les gens autour de vous avaient décidé, avant même que vous ayez ouvert la bouche, qui vous étiez, où le récit vous concernant était écrit par quelqu'un d'autre, et où l'on attendait simplement de vous que vous vous y conformiez, que vous le confirmiez, que vous vous effaciez suffisamment pour entrer dans l'image que quelqu'un d'autre se faisait de vous? Si la réponse est oui, alors vous savez que la solution n'est pas l'explosion. Les explosions procurent une satisfaction immédiate, mais ne laissent rien. La solution, c'est l'architecture. On construit quelque chose de si solide, de si indéniablement réel, que la fausse structure ne peut tout simplement pas lui résister. C'est ce que j'ai fait. Et je veux être honnête avec vous. Ce n'était pas facile. Il y a eu des soirs, pendant ces mois-là, où je rentrais du bureau dans une maison qui ne me semblait pas être la mienne, où je retrouvais un mari qui apprenait encore à me voir, un adolescent qui me regardait avec un mélange complexe de ressentiment et de respect réticent. Et je restais assise dans ma voiture, garée dans l'allée, pendant 5 minutes de plus, parce que j'avais besoin de 5 minutes rien que pour moi avant de franchir le seuil de la porte. Je me suis accordé 5 minutes. Et puis je suis entrée. Il y a eu un deuxième moment public qui, je pense, mérite d'être décrit séparément, car il s'est produit 3 mois après le rassemblement de Marcus. Et il était plus calme que cette nuit-là, mais à certains égards plus significatif. Priya avait une présentation scolaire de fin d'année, où les élèves présentaient leurs projets. Daniel et moi y étions. C'était un gymnase scolaire ordinaire. Chaises pliantes, chaleur étouffante, odeur caractéristique de moquettes industrielles et de produits nettoyants. Le projet de Priya portait sur l'architecture urbaine et s'inspirait, comme elle l'a expliqué lors de sa présentation, du travail de son père. Elle était douée. Je tiens à le dire clairement, car c'est la vérité. C'est une jeune femme brillante, perspicace et compétente, et lorsqu'elle n'affiche pas de mépris, elle est véritablement captivante. Elle s'est présentée avec assurance et intelligence, et je l'ai observée avec une émotion qui m'a légèrement surprise. Une sorte d'admiration. Après cela, une de ses enseignants s'est approchée de Daniel et moi. Elle nous a dit à tous les deux, en nous regardant tour à tour, Priya parle beaucoup de sa belle-mère cette année. Je pense que les discussions sur son orientation professionnelle lui ont été bénéfiques. Daniel m'a regardé. Je l'ai regardé. Priya, à 1 mètre de là, s'intéressa soudain beaucoup à son panneau d'affichage de projet. L'enseignante s'éloigna. Daniel et moi restâmes debout ensemble dans la chaleur du gymnase. Et il dit doucement, « Elle te parle. » Parfois, ai-je dit. Elle a des questions sur la loi. Je leur réponds. Il resta silencieux un instant. Je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que vous ignoriez. Ai-je dit. Non pas avec amertume, mais avec la froideur des faits. Il hocha lentement la tête. J'essaie. Je l'ai cru. C'était là toute la complexité. Je l'ai cru. La croissance n'est pas un récit linéaire. Elle n'arrive pas toute faite. Elle arrive comme la plupart des choses réelles. Progressivement. Imparfaitement. Avec des lacunes.
des revers et des moments où il faut sans cesse se demander si l'on est toujours prêt à y participer. J'étais. Je suis. Mais à ma façon. Et avec tout le poids. Sans faire. Pleinement visible de qui je suis réellement. Voici ce que je voulais vous dire en dernier. Car toute histoire doit bien se terminer quelque part. Même si la vie continue à l'intérieur. Je n'ai pas été sauvé par autrui. Personne n'est venu me secourir. Aucune autorité n'est intervenue pour rétablir la vérité à ma place. Ce qui s'est passé a été plus discret et plus durable. Je me suis justifié moi-même. J'ai exposé au grand jour la vérité sur qui je suis. Puis j'ai simplement attendu que la version mensongère disparaisse d'elle. Priya a 18 ans maintenant. Elle partira à l'université cet automne. Il y a quelques semaines. Elle est entrée dans la cuisine alors que je relisais un contrat tard le soir. Tout le monde était déjà couché, et elle est restée un instant sur le seuil de la porte et a dit, sans me regarder directement, « L'entreprise pour laquelle tu travailles, c'est difficile d'y trouver un stage. » J'ai levé les yeux. « Pour quelqu'un comme moi. » dit-elle. J'ai posé le contrat. « Dites-moi ce qui vous intéresse. » ai-je dit. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je ne vous dirai pas que ce fut une transformation. Je ne vous dirai pas que cela a tout changé. Mais je vous dirai qu'à un moment donné, elle a dit, doucement et avec une certaine difficulté apparente, « Je n'ai pas été juste avec toi. » Au début, je l'ai longuement regardé. 17 ans, bientôt 18. Debout dans ma cuisine, pieds nus, me posant pour la première fois une question sérieuse. « Non, » ai-je dit. Tu ne l'étais pas. Je crois que je pensais, elle s'arrêta. Puis reprit. Je pensais que si tu comptais pour moi, mon père compterait moins. D'une certaine façon. Comme s'il n'y avait qu'une limite à ce que je pouvais avoir. J'ai acquiescé. C'est compréhensible, ai-je dit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je le sais maintenant, dit-elle. Je ne prétendrai pas que cette phrase a tout arrangé. Ce n'était pas le cas. Mais je peux vous dire qu'elle comptait. Et je peux vous dire que je l'ai écrite. Comme j'écris tout d'habitude. Non par ressentiment. Mais par une profonde habitude professionnelle. Celle d'une femme qui sait que le contexte est primordial et que les mots, une fois prononcés avec sincérité, méritent d'être retenus. Daniel et moi sommes encore en pleine construction. Je le dis volontairement. Nous ne sommes pas arrivés à destination. Nous sommes en train de reconstruire quelque chose qui reposait sur des fondations fragiles. Et reconstruire est plus lent, plus prudent et plus incertain que de bâtir pour la première fois. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Il y a des conversations que nous avons aujourd'hui que nous n'aurions pas pu avoir il y a 1 an. Car il nous manquait les mots pour les exprimer. J'avais appris à me taire et il avait appris à détourner le regard. Ce qui a changé, c'est la visibilité. La mienne. D'abord, la visibilité indéniable, professionnelle et publique d'une femme sous-estimée est devenue, discrètement, incontournable. Mais aussi la sienne, la visibilité d'un homme contraint. Enfin, de prendre conscience de la série de petites concessions qu'il avait faites et de leurs conséquences. La responsabilité n'est pas confortable. Mais c'est le seul fondement qui tienne. Je m'appelle Amia Davi. J'ai 25 ans. J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup. J'ai obtenu une maîtrise en droit financier tout en travaillant à temps plein et j'ai accepté un poste d'avocate senior dans l'un des cabinets les plus réputés de la ville et ce, avant même que la plupart des gens de mon entourage ne se demandent sur quoi je travaillais. Je me tenais dans le salon de ma mère et j'ai entendu mon mari dire que je n'en avais pas le droit. Et je n'ai ni pleuré, ni crié. J'ai pris mon verre d'eau. J'ai bu une petite gorgée. J'ai dit, à voix basse, « Tu as raison. Profitons de ce dîner. » Puis je suis rentré chez moi et je me suis remis au travail. Car la chose la plus efficace que vous puissiez faire dans une pièce où l'on a décidé de vous sous-estimer, ce n'est pas de discuter, mais de rendre la discussion caduque. À tous ceux qui regardent ces lignes et qui se sont déjà retrouvés dans le silence. Tandis que d'autres, plus extravertis,
Parlez à leur place. Je veux que vous entendiez ceci. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est votre force intérieure. Préservez-la précieusement. Cultivez-la consciemment. Et lorsque le moment viendra, et il viendra, avancez et laissez votre vérité intérieure s'exprimer dans le seul langage incontestable. Pas du bruit. Des preuves. Je suis Amia Davi. Et ce n'est que le début.